Chapitre 4. Le récit de l'homme chauve. Nous suivîmes l'hindou le long d'un couloir sordide, mal éclairé et encore plus mal meublé. Au bout, il ouvrit une porte sur la droite. L'éclat d'une lampe jaune nous accueillit. Au milieu de cette clarté soudaine se tenait un petit homme au crâne immense, nu, étincelant. Une couronne de cheveux roux autour de la tête évoquait irrésistiblement le sommet d'une montagne surgissant d'entre une forêt de sapins. L'homme, debout, tordait nerveusement ses mains. Les traits de son visage s'altéraient sans cesse et l'expression de sa physionomie passait du sourire à la maussaderie, sans qu'on sût pourquoi. En outre, il était affligé d'une lèvre inférieure pendante qui laissait voir une rangée de dents jaunes et mal plantées. Il tentait de les dissimuler en promenant constamment sa main sur la partie inférieure de son visage. Il paraissait jeune, malgré sa calvitie. De fait, il venait d'avoir 30 ans. « Je suis votre serviteur, mademoiselle Morstan, » répétait-il de sa voix pointue. « Votre serviteur, messieurs. Je vous prie d'entrer dans mon petit sanctuaire. Il n'est pas grand, mademoiselle, mais je l'ai aménagé selon mon goût. Une oasis de beauté dans le criant désert du sud de Londres. » Nous fûmes tous abasourdis par l'aspect de la pièce dans laquelle il nous conviait. Elle paraissait aussi déplacée dans cette triste maison qu'un diamant de l'eau la plus pure sur une monture de cuivre. Les murs étaient ornés de tapisseries et de rideaux d'un coloris et d'un travail incomparables. Ici et là, on les avait écartés pour faire mieux ressortir un vase oriental ou quelques peintures richement encadrées. Le tapis ambre et noir était si doux, si épais, que le pied s'y enfonçait avec plaisir, comme dans un lit de mousse. 2 grandes peaux de tigre ajoutaient à l'impression de splendeur orientale. Un gros narguilé, posé sur un plateau, ne déparait pas l'ensemble. Suspendu au milieu de la pièce par un fil d'or presque invisible, un brûle-parfum en forme de colombe répandait une odeur subtile et pénétrante. Le petit homme se présenta en sautillant. « Monsieur Thaddeus Sholto, tel est mon nom. Vous êtes mademoiselle Morstan, bien entendu. Et ces messieurs ? » « Voici monsieur Sherlock Holmes et le docteur Watson. »« Un médecin ? Hé !» s'écria-t-il, très excité. « Avez-vous votre stéthoscope ? Pourrais-je vous demander ? Auriez-vous l'obligeance ? J'ai des doutes sérieux quant au bon fonctionnement de ma valvule mitrale, et si ce n'était trop abusé, je crois pouvoir compter sur la aorte, mais j'aimerais beaucoup avoir votre opinion sur la mitrale. » J'auscultais son cœur comme il me le demandait, mais je ne trouvais rien d'anormal, sauf qu'il souffrait d'une peur incontrôlable. Il tremblait d'ailleurs de la tête aux pieds. « Tout semble normal, dis-je. Vous n'avez aucune raison de vous inquiéter. »« Vous voudrez bien excuser mon anxiété, mademoiselle Morstan, » remarqua-t-il légèrement. « Je suis de santé fragile, et depuis longtemps cette valvule me préoccupait. Je suis enchantée d'apprendre que c'était à tort. Si votre père, mademoiselle, n'avait fatigué son cœur à l'excès, il pourrait être encore vivant aujourd'hui. » J'aurais voulu le gifler. J'étais indignée par cette façon grossière et nonchalante de parler d'un sujet aussi pénible. Mademoiselle Morstan s'assit. Une pâleur extrême l'envahit. Ses lèvres devinrent blanches. « Au fond de moi, je savais qu'il était mort, » murmura-t-elle. « Je peux vous donner tous les détails, » dit-il. « Mieux, je puis vous faire justice, et je le ferai, quoi qu'en dise mon frère Bartholoméo. Je suis très heureux de la présence de vos amis ici, non seulement parce qu'ils calment votre appréhension, mais aussi parce qu'ils seront témoins de ce que je vais dire et faire. Nous 4 pouvons affronter mon frère Bartholoméo, mais n'y mêlons pas des étrangers, ni police, ni d'autres fonctionnaires. S'il n'y a pas d'intervention intempestive, nous parviendrons à tout arranger d'une manière satisfaisante. Rien n'ennuierait plus mon frère Bartholoméo que de la publicité autour de cette affaire. » Il s'assit sur un pouf
et ses yeux bleus, fables et larmoyants, nous interrogèrent. « En ce qui me concerne, ce que vous direz n'ira pas plus loin, » fit Holmes. J'acquiesçai d'un signe de tête. « Voilà qui est bien, » dit l'homme. « Très bien. Puis-je vous offrir un verre de Chianti, mademoiselle Morstan? Ou de Tokay? Je n'ai pas d'autre vin. Ouvrirai-je une bouteille? Non. J'espère alors que la fumée ne vous incommode pas. Le tabac d'Orient dégage une odeur balsamique. Je suis un peu nerveux, voyez-vous, et le narguilé est pour moi un calmant souverain. » Il approcha une bougie et bientôt la fumée passa en bulles joyeuses à travers l'eau de rose. Assis en demi-cercle, tête en avant, le menton reposant sur les mains, nous regardions tous trois le petit homme à l'immense crâne luisant qui nous faisait face en tirant sur sa pipe d'un air mal assuré. « Après avoir décidé d'entrer en relation directe avec vous, dit-il, j'ai hésité à vous donner mon adresse. Je craignais que, ne tenant pas compte de ma demande, vous n'ameniez avec vous des gens déplaisants. Je me suis donc permis de vous donner un rendez-vous de telle manière que Williams puisse d'abord vous voir. J'ai complètement confiance en cet homme. Je lui avais d'ailleurs recommandé de ne pas vous amener au cas où vous lui sembleriez suspect. Vous me pardonnerez ces précautions, mais je mène une vie quelque peu retirée. De plus, rien n'est plus répugnant à ma sensibilité que je pourrais qualifier de raffiné qu'un policier. J'ai une tendance naturelle à éviter toutes sortes de matérialisme grossier, et c'est rarement que j'entre en contact avec la vulgarité de la foule. Je vis, comme vous pouvez le constater, dans une ambiance élégante. Je pourrais m'appeler un protecteur des arts, c'est ma faiblesse. Ce paysage est un Corot authentique. Un expert pourrait peut-être formuler quelques réserves en ce qui concerne ce Salvator Rosa, mais ce Bouguereau, en revanche, n'offre pas matière à discussion. J'ai un penchant marqué pour la récente école française, je l'avoue. « Vous m'excuserez, monsieur Sholto, dit mademoiselle Morstan, mais je suis ici, sur votre demande, pour entendre quelque chose que vous désirez me dire. Il est déjà très tard et j'aimerais que l'entrevue soit aussi courte que possible. » « Même si tout va bien, ce sera long, » répondit-il. « Il nous faudra certainement aller à Norwood pour voir mon frère Bartholoméu. Nous essaierons tous de lui faire entendre raison. Il est très en colère contre moi parce que j'ai fait ce qui me semblait juste. Nous nous sommes presque querellés la nuit dernière. Vous ne pouvez imaginer comme il est terrible lorsqu'il est en colère. S'il nous faut aller à Norwood, nous ferions peut-être aussi bien de partir tout de suite, hasardai-je. Il rit, au point d'en faire rougir ses oreilles. « Ce n'est pas possible !» s'écria-t-il. « Je ne sais comment il réagirait si je vous amenais d'une façon aussi impromptue. Non, je dois d'abord expliquer nos positions respectives. Et tout d'abord, il y a plusieurs points que j'ignore moi-même dans cette histoire. Je puis seulement vous exposer les faits tels qu'ils me sont connus. Le major John Sholto, qui appartenait à l'armée des Indes, était mon père, comme vous l'avez peut-être deviné. Il prit sa retraite il y a environ 11 ans et vint s'installer à Pondicherry Lodge, situé dans Upper Norwood. Il avait fait fortune aux Indes. Il en ramena une somme d'argent considérable, une grande collection d'objets rares et précieux, et enfin, quelques serviteurs indigènes. Il s'acheta alors une maison et vécut d'une manière luxueuse. Mon frère jumeau, Bartholoméu, et moi étions ses seuls enfants. Je me souviens fort bien de la stupéfaction que causa la disparition du capitaine Morstan. Nous lûmes les détails dans les journaux, et sachant qu'il avait été un ami de notre père, nous discutâmes librement le cas en sa présence. D'ailleurs, il prenait part aux spéculations que nous fîmes pour expliquer le mystère. Jamais, l'un ou l'autre, nous n'avons soupçonné qu'il en gardait le secret, caché en son cœur. Pourtant il connaissait, et lui seul au monde, le destin d'Arthur Morstan. Ce que nous savions, c'est qu'un mystère, un danger positif, pesait sur notre père. Il avait grand peur de sortir seul, et il avait engagé comme portiers 2 anciens professionnels de la boxe.
Williams, qui vous a conduit ce soir, était l'un d'eux. Il fut en son temps champion d'Angleterre, des poids légers. Notre père ne voulait pas nous confier le motif de ses craintes, mais il avait une aversion profonde pour les hommes à jambes de bois. À tel point qu'un jour, il n'hésita pas à tirer une balle de revolver contre l'un d'eux, qui n'était qu'un inoffensif commis-voyageur en quête de commande. Il nous fallut payer une grosse somme pour étouffer l'affaire. Mon frère et moi avions fini par penser qu'il s'agissait d'une simple lubie. Mais les événements qui suivirent nous firent changer d'avis. Au début de 1882, mon père reçut une lettre en provenance des Indes. Il faillit s'évanouir devant son petit déjeuner en la lisant, et de ce jour, il dépérit. Nous n'avons jamais découvert le contenu de cette lettre, mais je pus voir, au moment où il en prenait connaissance, qu'elle ne comportait que quelques phrases griffonnées. Depuis des années, mon père souffrait d'une dilatation du foie. Son état empira rapidement. Vers la fin avril, nous fûmes informés qu'il était perdu et qu'il désirait nous entretenir une dernière fois. Quand nous entrâmes dans sa chambre, il était assis, soutenu par de nombreux oreillers, et il respirait péniblement. Il nous demanda de fermer la porte à clé et de venir chacun d'un côté du lit. Étreignant nos mains, il nous fit un étrange récit. L'émotion autant que la douleur l'interrompaient. Je vais essayer de vous le dire en ses propres termes. En ce dernier instant, dit-il, une seule chose me tourmente l'esprit, la manière dont j'ai traité l'orpheline de ce malheureux Morstan. La maudite avarice qui fut mon péché capital a privé cet enfant d'un trésor dont la moitié au moins lui revenait. Et pourtant, je ne l'ai pas utilisé moi-même, tant l'avarice est aveugle et stupide. Le simple fait de posséder m'était si cher que je répugnais à partager, si peu que ce fût. Voyez-vous, ce chapelet de perles à côté de ma bouteille de quinine. Je n'ai pu me résoudre à m'en séparer, et pourtant je l'ai sorti avec le ferme dessein de le lui envoyer. Vous, mes enfants, vous lui en donnerez une part équitable du trésor d'Agra, mais ne lui envoyez rien, pas même le chapelet, avant ma mort. Après tout, bien des hommes plus malades que moi se sont rétablis. Je vais vous dire comment Morstan est mort, poursuivit-il. Depuis longtemps, il souffrait du cœur, mais il ne l'avait dit à personne. Moi seul étais au courant. Aux Indes, par un concours de circonstances extraordinaires, lui et moi étions entrés en possession d'un trésor considérable. Je le transportai en Angleterre et dès le soir de son arrivée, Morstan vint me réclamer sa part. Il avait marché depuis la gare, et ce fut mon fidèle Lal Chowder, mort depuis, qui l'introduisit. Nous discutâmes de la répartition du trésor et une violente querelle éclata. Au comble de la fureur, Morstan s'était levé, mais il porta soudain la main au côté, son visage changea de couleur, il tomba en arrière. Dans la chute, sa tête heurta l'angle du coffre au trésor. Quand je me penchai sur lui, je constatai avec horreur qu'il était mort. Un long moment, je restai immobile dans mon fauteuil, le cerveau vidé, sans savoir quoi faire. Ma première pensée fut bien sûr de courir chercher de l'aide. Mais n'avais-je pas toutes les chances d'être accusé de meurtre? Sa mort était survenue au cours d'une querelle et il y avait cette entaille à la tête qu'il s'était faite en tombant. Autant de lourdes présomptions contre moi. De plus, une enquête officielle dévoilerait à propos du trésor certains faits que je ne tenais nullement à divulguer. Morstan m'avait dit que personne au monde ne savait qu'il s'était rendu chez moi. Il ne me paraissait pas nécessaire que quiconque l'apprît jamais. J'étais en train de remuer tout cela dans ma tête quand, levant les yeux, je vis Lal Chowder dans l'encadrement de la porte. Il entra sans bruit et ferma à clé derrière lui. « Ne craignez rien, Sahib, dit-il. Personne n'a besoin de savoir que vous l'avez tué. Allons le cacher au loin, qui pourrait savoir? Je ne l'ai pas tué. Lal Chowder secoua la tête et sourit. J'ai entendu, Sahib, dit-il. J'ai entendu la dispute et j'ai entendu le coup. Mais mes lèvres sont scellées. Tous dorment dans la maison. Emmenons-le au loin.
Ces paroles arrachèrent ma décision. Si le plus fidèle de mes serviteurs ne pouvait croire en mon innocence, comment convaincrais-je les 12 lourdeaux d'injuries? L'Alchauder et moi, nous fîmes disparaître le corps cette même nuit. Et quelques jours plus tard, les journaux londoniens s'interrogeaient sur la disparition mystérieuse du capitaine Morstan. Vous comprenez par mon récit que sa mort ne saurait m'être imputée. Ma faute réside en ceci. J'ai caché non seulement le corps, mais aussi le trésor dont une part revenait de droit à Morstan ou à ses descendants. Je désire donc que vous fassiez une restitution. Venez tout près. Le trésor est caché dans... À cet instant, l'horreur le défigura. Ses yeux s'affolèrent et sa mâchoire tomba. « Chassez-le! Au nom du Christ, chassez-le » cria-t-il, d'une voix que je n'oublierai jamais. Nous avons regardé vers la fenêtre, sur laquelle son regard s'était fixé. Un visage surgi des ténèbres nous observait. C'était une tête chevelue et barbue dont le regard cruel, sauvage, exprimait une haine ardente. Nous nous précipitâmes vers la fenêtre, mais l'homme avait disparu. Quand nous revînmes vers notre père, son menton s'était affaissé et son pouls avait cessé de battre. Nous fouillâmes le jardin cette nuit-là, mais sans trouver d'autres traces que l'empreinte d'un pied unique dans le lit de fleurs. Sans cette marque, peut-être aurions-nous cru que seule notre imagination avait fait surgir ce visage féroce. Nous eûmes cependant une autre preuve encore plus flagrante que des ennemis nous entouraient. Le lendemain matin, on trouva ouverte la fenêtre de la chambre de notre père. Placards et tiroirs avaient été fouillés, et sur la poitrine du mort était fixé un morceau de papier avec ces mots griffonnés. Le signe des 4. Nous n'avons jamais appris ce que signifiait cette expression, ni qui en était l'auteur. À première vue, rien n'avait été dérobé. Et pourtant, tout avait été mis sans dessus-dessous. Mon frère et moi avons fait un rapprochement normal entre ce mystérieux incident et la peur dont notre père souffrit durant sa vie. Mais le mystère, pour nous, reste entier. Le petit homme s'arrêta pour allumer son narguilé, et il fuma quelques instants en silence. Nous étions tous assis, immobiles, sous le coup de ce récit extraordinaire. Durant les brefs instants où la mort de son père avait été décrite, Mademoiselle Morstan était devenue livide, et j'avais craint qu'elle ne s'évanouît. Elle s'était cependant reprise après avoir bu un verre d'eau que je lui avais discrètement versé d'une carafe vénitienne à ma portée. Sherlock Holmes s'était renfoncé dans son siège, dans une attitude absente, les yeux à peine ouverts. Je ne pus m'empêcher de penser, en le regardant, que le matin même, il s'était plaint de la banalité de l'existence. Là, en tout cas, il tenait un problème qui allait mettre sa sagacité à l'épreuve. Le regard de M. Thaddeus Sholto allait de l'un à l'autre. Manifestement fier de l'effet produit par son histoire, il en reprit le fil, s'interrompant parfois pour tirer une bouffée. Mon frère et moi étions fort intéressés, comme vous pouvez l'imaginer, par ce trésor dont notre père avait parlé. Pendant des semaines et des mois, nous avons fouillé et retourné chaque parcelle du jardin, sans pourtant trouver la cachette. La pensée que le secret était sur ses lèvres quand il mourut nous rendait fous de dépit. Nous pouvions préjuger de la splendeur de ce trésor, d'après le chapelet de perles qui en faisait partie. Nous eûmes d'ailleurs une discussion à ce sujet, mon frère et moi. Les perles étaient évidemment d'une grande valeur, et Bartholoméo ne voulait pas s'en séparer. Il avait hérité, soit dit entre nous, le penchant de mon père vers l'avarice. Il pensait aussi que le chapelet excitait la curiosité et pouvait nous attirer des ennuis. Tout ce que je pus obtenir de lui fut que je trouverais l'adresse de mademoiselle Morstan et que je lui enverrais une perle à intervalles réguliers, afin qu'elle ne se trouve jamais dans le dénuement. « C'était très charitable de votre part, » dit la jeune femme spontanément. « Je vous en suis très reconnaissante. » Le petit homme agita sa main. « Point du tout.
dit-il. Nous étions votre dépositaire. Telle était du moins mon opinion, mais j'avoue que mon frère Bartholoméo ne m'a jamais suivi jusque-là. Nous jouissions nous-mêmes d'une belle aisance, je ne désirais pas plus. D'ailleurs, il eût été du plus mauvais goût de se montrer aussi ladre envers une jeune femme. Le mauvais goût mène au crime, comme disent les Français, non sans élégance. Bref, notre désaccord s'accentua au point que je trouvais préférable de m'installer chez moi. J'ai donc quitté Pondichéry Lodge, emmenant avec moi Williams et le vieux Kit Mudgar. Mais hier, j'ai appris une nouvelle de grande importance. Le trésor a été découvert. J'ai aussitôt écrit à mademoiselle Morstan et il ne nous reste plus qu'à nous rendre à Norwood pour réclamer notre part. J'ai déjà exposé mon point de vue à mon frère la nuit dernière. Notre visite n'est sans doute pas souhaitée, mais elle est attendue. Monsieur Thaddeus Sholto se tut, mais ne cessa pas pour autant de s'agiter sur son pouf de luxe. Nous restions tous silencieux pour mieux réfléchir au nouveau développement de cette mystérieuse affaire. Holmes fut le premier à se lever. « Vous avez fort bien agi, monsieur, du commencement à la fin, » dit-il. « Nous serons peut-être à même de vous prouver modestement notre reconnaissance en éclaircissant ce qui vous est encore obscur. Mais il est tard, comme l'a remarqué mademoiselle Morstan, et nous ferions bien de ne pas perdre de temps. » Notre hôte enroula soigneusement le tuyau de son narguilé, puis sortit de derrière un rideau à un long et lourd manteau, pourvu d'un col et de parements d'astrakan. Il le boutonna soigneusement, malgré la douceur oppressante de la nuit, et il ajusta sur sa tête une casquette en peau de lapin dont les pans se rabattaient sur ses oreilles. « Ma santé est quelque peu fragile, » remarqua-t-il, tout en nous conduisant dans le couloir. « Je suis donc obligé de prendre de grandes précautions. » La voiture nous attendait. Notre voyage était apparemment prévu, car le conducteur partit aussitôt à vive allure. Thaddeus Sholto ne cessa pas de parler d'une voix de tête qui dominait le bruit des roues sur le pavé. « Bartholoméo est un homme plein d'idées, » commença-t-il. « Comment pensez-vous qu'il découvrit le trésor ? Il était arrivé à la conclusion qu'il se trouvait quelque part dans la maison. Il se mit donc à calculer les dimensions exactes de celle-ci, puis à les reporter et les vérifier. De cette manière, pas un seul centimètre de la construction ne pouvait échapper à ses investigations. Il s'aperçut, entre autres choses, que la hauteur du bâtiment était de 25 mètres, mais qu'en additionnant la hauteur des pièces superposées, il ne trouvait que 23,70 mètres, même en tenant largement compte de l'espace entre le plafond et le plancher. Il manquait donc 1,30 m. Ce 1,30 m ne pouvait être situé qu'au sommet du bâtiment. Mon frère fit alors un trou dans le plafond de la plus haute pièce et découvrit une petite mansarde. Étant complètement emmurée, elle était restée inconnue de tous. Le coffre-trésor était là, au milieu, reposant sur 2 poutres. Il le fit descendre par le trou et prit connaissance du contenu, dont il estime la valeur à 500 000 livres sterling, au moins. À l'énoncé de cette somme gigantesque, nous nous regardâmes, les yeux écarquillés. Si nous parvenions à assurer ses droits, mademoiselle Morstan, gouvernante dans le besoin, deviendrait la plus riche héritière d'Angleterre. Un ami loyal ne pouvait évidemment que se réjouir d'une telle nouvelle. Cependant, je dois avouer pour ma honte que mon égoïsme fut le plus fort et que mon cœur devint de plomb. Je balbutiai quelques mots de félicitations. Puis, affaissé sur mon siège, la tête baissée, je m'abîmais dans ma déception, sans écouter le bavardage de Thaddeus Sholto. C'était un hypocondriaque authentique. Je l'entendais vaguement, qui dévidait un chapelet interminable de symptômes et qui implorait des renseignements sur la composition et l'action thérapeutique d'innombrables remèdes de charlatans. Il en avait dans la poche quelques spécimens soigneusement rangés dans un étui en cuir. J'espère qu'il ne se souvient d'aucune des réponses que je lui ai faites cette nuit-là. Holmes s'assure qu'il m'a entendu le mettre en garde contre le danger de prendre plus de 2 gouttes d'huile de ricin.
J'aurais même, par contre, recommandé la strychnine en dose massive, comme sédatif. Quoi qu'il en eût été, je fus certainement soulagée quand la voiture s'arrêta après une dernière secousse. Le cocher sauta de son siège pour nous ouvrir la porte. « Voici Pondichéry Lodge, mademoiselle Morstan, » dit Thaddeus Sholto en lui tendant la main pour descendre. Chapitre 5. La tragédie de Pondichéry Lodge. Il était près de 11 heures. Nous avions laissé derrière nous la brume humide de la grande ville et la nuit était assez belle. Un vent tiède charriant des nuages lourds et lents soufflait de l'ouest à travers le ciel. Une demi-lune faisait des apparitions intermittentes. La clarté naturelle suffisait pour voir à quelle distance, mais Thaddeus Sholto s'empara d'une des lanternes de la voiture. Pondichéry Lodge possédait un vaste jardin. Un très haut mur de pierre hérissé de tessons de bouteilles l'isolait complètement. Une porte étroite, renforcée de barres de fer, constituait le seul moyen d'accès. Notre guide frappa suivant un certain code. « Qui est là ?» cria une voix peu avenante. « C'est moi, McMurdo. Depuis le temps, vous connaissez certainement ma façon de frapper, voyons. » Il y eut en réponse un bruit inarticulé, puis le cliquetis d'un trousseau de clés. La porte tourna lourdement sur ses gonds. Un petit homme à la carrure forte se montra dans l'embrasure, nous regardant d'un œil soupçonneux, qui clignotait à la lumière de notre lanterne. « C'est bien vous, monsieur Thaddeus ? Mais qui sont ces personnes ? Je n'ai pas d'ordre à leur sujet. »« Non, vous m'étonnez, McMurdo. J'ai prévenu mon frère hier soir que je viendrais avec mes amis. Il n'est pas sorti de sa chambre aujourd'hui, monsieur Thaddeus, et je n'ai pas reçu d'instructions spéciales. Vous savez très bien que les ordres sont stricts. Je peux vous laisser rentrer, mais vos amis resteront dehors. » Devant cet obstacle inattendu, Thaddeus Sholto nous regarda d'un air perplexe. « Vous faites preuve de mauvaise volonté, » dit-il enfin au portier. « Il devrait vous suffire que je réponde aux deux. Parmi nous, il se trouve une jeune dame. Elle ne peut pas attendre sur la route à une heure pareille. »« Je regrette beaucoup, monsieur Thaddeus, » dit l'homme d'une voix inexorable. « Ces personnes peuvent être vos amis, sans être pour autant ceux du patron. Je suis payé, et bien payé, pour exécuter certains ordres. Il n'y a pas à sortir de là. Je ne les connais pas, vos amis, moi. » « Oh si, vous en connaissez un, McMurdo, » s'écria Sherlock Holmes d'une voix avenante. « Je ne pense pas que vous ayez pu m'oublier. Ne vous rappelez-vous pas le boxeur amateur qui combattit contre vous pendant 3 rounds ? C'était il y a 4 ans chez Allison, lors de la nuit organisée à votre bénéfice. »« Vous ne voulez pas dire monsieur Sherlock Holmes ?» s'écria l'ancien boxeur. « Mais si ! Au nom du ciel, comment ne vous ai-je pas reconnu ? Au lieu de rester là tranquillement, vous auriez pu me donner ce satané crochet du menton. Pour sûr qu'alors je vous aurais reconnu tout de suite. Ah, vous avez bien gaspillé vos dons, vous alors. Vous auriez pu aller loin si vous aviez voulu consacrer au noble art. Vous voyez, Watson, que si tout venait à me manquer, il me resterait encore une dernière profession scientifique, dit Holmes en riant. Je suis sûr que maintenant cet ami ne nous laissera pas exposés aux rigueurs de la nuit. Entrez, monsieur, répondit-il. Entrez donc, vous et vos amis. Je suis désolé, monsieur Thaddeus, mais vous savez combien les ordres sont sévères. Il fallait que je sois bien sûr de vos amis avant de les laisser rentrer. À l'intérieur de l'enceinte, un chemin semé de gravier serpentait à travers un terrain vague, jusqu'à une énorme maison à l'architecture banale, plongée dans une obscurité totale, sauf en un coin où le clair de lune se reflétait dans une lucarne. Ce grand bâtiment sombre et silencieux dégageait une atmosphère oppressante. Même Thaddeus semblait mal à l'aise, et la lanterne au bout de son bras avait des soubresauts singuliers. « Je ne comprends pas ce qui se passe, dit-il. Il doit y avoir un malentendu.
J'avais pourtant dit clairement à Bartholoméo que nous viendrions ce soir. Pourquoi n'y a-t-il pas de lumière à sa fenêtre? Je me demande ce que cela veut dire. Fait-il toujours garder l'entrée avec autant de vigilance? S'enquit Holmes. Oui, il a conservé les habitudes de mon père. C'était le fils préféré, vous savez, et je me demande parfois s'il ne lui en a pas dit plus long qu'à moi. La fenêtre de Bartholoméo est éclairée par la lune à présent. Je ne crois pas qu'il y ait de la lumière à l'intérieur. Non, dit Holmes, mais j'aperçois une faible clarté à la petite fenêtre du côté de la porte. Ah, c'est la chambre de la femme de charge. La vieille Madame Burstone va pouvoir nous dire ce que tout cela signifie. Cependant, vous ne verrez peut-être pas d'objection à m'attendre ici 1 minute ou 2. Si elle n'est pas avertie de notre venue et qu'elle nous voit arriver tous, elle prendra peut-être peur. Mais chut! Qu'est-ce que cela? Il éleva la lanterne. Sa main tremblait tellement que le cercle de lumière dansait tout autour de nous. Mademoiselle Morstan saisit mon poignet. Nous restâmes tous immobiles, le cœur battant, tendant l'oreille. De la grande maison noire jaillit la plus pitoyable, la plus triste des voix. Elle résonnait lamentablement dans la nuit silencieuse. C'était le sanglot d'une femme épouvantée. « Madame Burstone !» expliqua Sholto. « Elle est la seule femme dans la maison. Attendez ici, je reviens !» Il se hâta vers la porte et frappa suivant son code. Nous pûmes voir une grande femme âgée ouvrir et s'ébrouer d'aise en le voyant. « Oh, madame, monsieur Thaddeus, je suis si heureuse de vous voir. Oui, je suis vraiment contente que vous soyez ici, monsieur. » La porte se referma sur eux. Les manifestations de soulagement firent place à un monologue assourdi. Notre guide nous avait laissé la lanterne. Holmes la balança lentement au bout de son bras, scrutant attentivement la maison et les tas de gravats disséminés sur le terrain. Mademoiselle Morstan et moi restions immobiles, l'un près de l'autre, la main dans la main. L'amour est décidément d'une subtilité merveilleuse. Ainsi nous, qui ne nous étions jamais vus avant ce jour, nous, qui n'avions jamais échangé de regards ou de paroles d'affection, nous obéissions à la même impulsion. Nos mains se cherchaient. Je m'en suis émerveillée depuis lors, mais ce soir-là, il me paraissait tout naturel de me rapprocher d'elle, et de son côté, elle m'a confié plus tard qu'elle avait trouvé normal de se tourner vers moi pour obtenir protection et réconfort. Nous étions donc comme 2 enfants. Nous nous tenions par la main, et malgré les ténèbres mystérieuses qui nous entouraient de toutes parts, nous connaissions la paix. « Quel lieu étrange !» soupira-t-elle. « On dirait que toutes les taupes de l'Angleterre ont été rassemblées ici, » dis-je. « J'ai vu quelque chose de similaire sur le front d'une colline, près de Ballarat, après une époque de prospection fébrile. »« Et pour les mêmes raisons, » intervint Holmes, « ce sont les traces de la fouille au trésor. Il ne faut pas oublier qu'ils l'ont cherché pendant 6 ans. Rien d'étonnant à ce que l'endroit ressemble à un carreau de mine. » À ce moment, la porte d'entrée s'ouvrit violemment et Thaddeus Sholto courut vers nous, les bras levés, les yeux emplis de terreur. « Il doit être arrivé quelque chose à Bartholoméo !» cria-t-il. « J'ai peur. Mes nerfs n'y résisteront pas. » Il hoquetait de peur, en effet. Encadré par le grand col d'Astrakhan, son visage aux traits mous avait l'expression suppliante et désespérée d'un enfant terrifié. « Entrons dans la maison, » dit Holmes, avec calme et fermeté. « Oui, s'il vous plaît, » dit Thaddeus Sholto. « Je ne sais plus ce qu'il faut faire. » Nous le suivîmes tous dans la chambre de la femme de charge, située sur la gauche dans le couloir. La vieille femme arpentait la pièce en se rongeant les ongles. La vue de mademoiselle Morstan parut cependant l'apaiser. « Dieu bénisse votre doux visage !» s'écria-t-elle d'une voix hystérique. « Cela fait du bien de vous voir. J'ai connu tant de tourments aujourd'hui. »
La jeune femme prit sa main émaciée et usée par l'ouvrage en murmurant quelques mots de réconfort. Sa bienveillance affectueuse ramena quelques couleurs sur les joues exsangues de la femme de charge. « Monsieur s'est enfermé et ne veut pas me répondre, » expliqua-t-elle. « J'ai attendu toute la journée qu'il m'appelle. Je sais qu'il aime rester seul, mais j'ai fini par me demander s'il n'y avait pas quelque chose. Alors, je suis montée il y a environ 1 heure et j'ai regardé par le trou de la serrure. Il faut que vous y alliez, monsieur Thaddeus. Il faut que vous y alliez et que vous voyiez par vous-même. Depuis 10 ans, j'ai connu monsieur Bartholoméo Sholto dans la peine et dans la joie. Mais jamais je ne l'ai vu avec un tel visage. » Sherlock Holmes prit la lampe et s'aventura le premier, car Thaddeus Sholto, claquant des dents, semblait pétrifié. Je dus l'aider à monter l'escalier, ses jambes se dérobaient sous lui. Par 2 fois durant notre ascension, Holmes sortit sa loupe pour examiner attentivement quelques marques, là où je ne voyais que de simples traces de boue sur les fibres de cocotier qui servaient de tapis dans l'escalier. Il gravissait lentement chaque marche, plaçant la lampe contre ceci ou contre cela, et explorant autour de lui avec un regard fureteur. Mademoiselle Morstan était restée derrière nous, auprès de la femme de charge. Le 3e étage aboutissait à un assez long couloir. Sur le mur de droite se trouvait une grande tapisserie des Indes. 3 portes s'alignaient sur la gauche. Nous suivions immédiatement Holmes, qui avançait de la même manière lente, méthodique. Nos ombres s'étiraient derrière nous. La 3e porte était celle qui nous intéressait. Holmes y frappa, sans obtenir de réponse. Puis, tournant la poignée, tenta de l'ouvrir de force. En approchant la lampe, nous vîmes qu'elle était solidement verrouillée de l'intérieur. La clé engagée dans la serrure et tournée dans le pêne laissait toutefois un espace partiellement libre. Sherlock Holmes s'accroupit, y plaqua un œil, mais se releva aussitôt, le souffle court. « Il y a quelque chose de démoniaque là-dedans, » dit-il, d'une voix que je n'avais jamais entendue aussi émue. « Que pensez-vous que cela signifie, Watson ?» Je m'accroupis à mon tour devant la serrure, mais je reculais d'horreur. La lune éclairait la pièce d'un rayon pâle et froid. Alors je vis, me regardant droit dans les yeux et se détachant sur les ténèbres, un visage qui paraissait flotter dans l'air. C'était la reproduction de Thaddeus. Même crâne haut et luisant, même teint blafard. Mais les traits s'étaient crispés cependant sur un horrible sourire. Ce rictus figé était plus effrayant sous cette clarté lunaire que n'importe quelle grimace. C'était tellement le portrait de notre petit ami que je me retournai pour m'assurer qu'il était bien avec nous. Alors, je me souvins de l'avoir entendu dire que son frère et lui étaient jumeaux. « Cela est terrible, » murmurai-je. « Que faut-il faire, Holmes ?» « Il faut que la porte cède. » Il s'élança, pesant de tout son poids sur la serrure. La porte crissa, grinça, mais résista. Ensemble, cette fois, nous nous jetâmes à l'assaut. Avec un brusque craquement, la porte s'ouvrit et nous fûmes projetés dans la chambre de Bartholoméo Sholto. On aurait dit un laboratoire. Une double rangée de flacons bouclés s'alignait contre le mur en face de la porte. La table était jonchée de becs benzène, d'éprouvettes et de cornues. Dans les angles, il y avait des bonbonnes d'acide cerclées d'osier. L'une d'elles devait être cassée. De toute façon, elle fuyait, car un liquide sombre s'en était écoulé, qui avait imprégné l'air d'une odeur de goudron particulièrement forte. Dans un coin de la pièce, au milieu d'un tas de gravats, un escabeau montait vers une ouverture du plafond, assez large pour qu'un homme puisse y passer. En bas de l'escabeau, une longue corde gisait en tas. Près de la table se tenait Bartholoméo Sholto, tassé sur un fauteuil, la tête inclinée sur l'épaule gauche et souriant de ce même sourire indéchiffrable. Le corps était raide et froid. La mort remontait à plusieurs heures.
Il me sembla que les contorsions singulières du visage se retrouvaient sur les membres pour conférer au cadavre une apparence fantastique. Sur la table, à la portée de sa main, je vis un instrument bizarre, une sorte de manche en bois brun, auquel était grossièrement ficelée une masse de pierre. Mais à côté, il y avait une feuille de papier déchirée sur laquelle quelques mots étaient griffonnés. Holmes y jeta un coup d'œil, puis me l'attendit. « Vous voyez ?» dit-il, en levant les sourcils d'un air significatif. J'approchai la lanterne et je tressaillis d'horreur en lisant « Le signe des 4 ». « Au nom du ciel, qu'est-ce que tout cela signifie donc ?» demandai-je. « Un assassinat, » répondit-il, en se penchant sur l'homme mort. « Ah, je m'y attendais. Regardez, ici. » Son doigt désignait une sorte de longue épine noire fichée dans la peau, juste au-dessus de l'oreille. « Cela ressemble à une épine ?» dis-je. « C'en est une. Vous pouvez la retirer, mais faites attention, elle est empoisonnée. » Je la saisis entre le pouce et l'index. Elle se détacha, très facilement, en ne laissant presque pas de traces. Seule une petite gouttelette de sang indiquait l'endroit de la piqûre. « Ce mystère me paraît insoluble, » dis-je. « Au lieu de s'éclaircir, il s'embrouille de plus en plus. » « Au contraire, » répondit Holmes, « l'affaire se simplifie à mesure. Il ne manque que quelques détails pour la compléter. » Depuis que nous avions forcé la porte, nous avions presque oublié Thaddeus. Il se tenait sur le seuil, il tordait ses mains, il gémissait. C'était une vivante image de la terreur. Mais soudain, un cri de rage lui échappa. « Le trésor n'est plus là !» dit-il. « Ils ont volé le trésor ! Voilà l'ouverture par laquelle nous l'avions descendu. Je le sais, je l'ai aidé. Je suis la dernière personne qui l'ait vu. Il était dans sa chambre et je l'ai entendu verrouiller la porte derrière moi. » Quelle heure était-il alors ? Il était 10 heures. Et maintenant il est mort et la police va venir. Et je serai soupçonnée, suspectée, accusée. Oh oui, j'en suis sûre. Mais vous, messieurs, vous ne pensez pas que j'aurais pu. Vous ne pensez pas que c'est moi, n'est-ce pas ? Je ne vous aurais pas amené ici. Voyons. Oh ciel, j'en deviendrai fou, je le sais. Il agitait les bras, il trépignait. Une sorte de panique frénétique le possédait tout entier. « Vous n'avez aucune raison d'avoir peur, monsieur Sholto, » dit Holmes gentiment, en posant sa main sur son épaule. « Suivez mes conseils, faites-vous conduire au poste de police, racontez le meurtre et proposez votre aide. Nous attendrons ici votre retour. » Le petit homme acquiesça d'un air à moitié hébété, et nous l'entendîmes descendre l'escalier d'un pas trébuchant. Chapitre 6. Sherlock Holmes fait une démonstration. « Maintenant, Watson, nous voici avec une demi-heure devant nous, » dit Holmes en se frottant les mains. « Il s'agit d'en profiter. Mon dossier est, comme je vous l'ai dit, presque complet. Mais ne péchons pas par excès de confiance. Aussi simple que semble l'affaire à présent, elle peut avoir des ramifications souterraines. »« Simple » m'écriai-je. « Certainement, » dit-il, avec l'air d'un professeur d'hôpital s'expliquant devant ses internes. « Asseyez-vous dans ce coin-là, pour que l'empreinte de vos pas ne complique pas les choses. Bien, au travail maintenant. Tout d'abord, comment ces gens sont-ils venus ? La porte n'a pas été ouverte depuis la nuit dernière. Et la fenêtre ? » Il l'éclaira avec la lanterne tout en faisant des observations qui, bien qu'articulées à haute voix, s'adressaient plutôt à lui-même qu'à moi. La fenêtre est fermée de l'intérieur, le châssis est solide, pas de gonds sur le côté. Ouvrons. Aucune gouttière dans le voisinage. Le toit est tout à fait inaccessible d'ici, et pourtant, un homme est monté par la fenêtre, car il est tombé un peu de pluie la nuit dernière et voici l'empreinte d'un pied boueux sur le rebord. Là se trouve une marque terreuse de forme circulaire. La voici encore sur le plancher et à nouveau près de la table. Regardez ici, Watson.
C'est vraiment une très jolie démonstration. Je me penchai sur l'empreinte bien nette d'une sorte de disque. « Cela ne vient pas d'un pied, dis-je. C'est beaucoup plus précis et précieux que cela. C'est la marque d'un pilon de bois. Regardez sur le rebord. Voilà une lourde botte aux talons larges et ferrés. À côté se trouve la marque de l'autre pied, mais circulaire cette fois. C'est l'homme à la jambe de bois ? Exact. Mais il y eut quelqu'un d'autre, un allié très capable et très efficace. Voyons. Pourriez-vous escalader cette façade, docteur ? Je regardais par la fenêtre ouverte. La lune éclairait encore cette face de la maison. Le sol était à plus de 20 mètres. Et même en écarquillant les yeux, je ne pus distinguer le moindre point d'appui, ni la moindre faille dans le mur de briques. Je secouai la tête en déclarant : « C'est impossible !» Impossible, tout seul, oui. Mais si vous aviez un ami à cette fenêtre, et si cet ami vous faisait descendre cette corde solide que je vois dans le coin, après l'avoir attachée à ce grand crochet dans le mur, je crois alors que, si vous étiez tant soit peu en forme, vous parviendriez à vous hisser jusqu'ici, jambes de bois comprises, et vous repartiriez bien entendu de la même manière. Après quoi votre allié remonterait la corde, la détacherait du crochet, fermerait la fenêtre, la verrouillerait de l'intérieur, et enfin s'en irait par où il est venu. J'ajouterai un détail secondaire, poursuivit-il en tripotant la corde. Notre ami à la jambe de bois, bien que bon grimpeur, n'est pourtant pas un matelot. Il n'a pas les mains calleuses. Ma loupe montre plus d'une trace de sang, surtout vers la fin. J'en déduis qu'il s'est laissé glisser à une vitesse telle que ses mains en furent écorchées. Tout cela est très bien, dis-je, mais cette histoire est plus incompréhensible que jamais. Quel est donc cet allié mystérieux ? Comment a-t-il pu pénétrer dans cette pièce ? Ah, oui, l'allié, répéta Holmes d'un air songeur. Il apporte des éléments intéressants, cet allié. Grâce à lui, l'affaire sort de l'ordinaire. Je crois bien que cet allié introduit du neuf dans les annales criminelles de ce pays. Des cas similaires se présentent cependant à l'esprit, notamment en Inde, et si ma mémoire est bonne, en Sénégambie. Mais comment est-il venu ? Insistai-je. La porte était verrouillée, la fenêtre est inaccessible. Serait-ce par la cheminée ? La grille est trop petite, répondit-il. J'y avais déjà pensé. Alors qui ? Par où ? Vous ne voulez donc pas appliquer mes principes ? Combien de fois vous ai-je dit que, une fois éliminées toutes les impossibilités, l'hypothèse restante, aussi improbable qu'elle soit, doit être la bonne. Nous savons qu'il n'est venu ni par la porte, ni par la fenêtre, ni par la cheminée. Nous savons aussi qu'il n'était pas dissimulé dans la pièce, puisque celle-ci n'offre aucune cachette. D'où alors peut-il être venu ? Par un trou dans le toit ? m'écriai-je. Bien sûr, il faut que ce soit par là. Si vous aviez l'amabilité de me tenir cette lampe, nous pousserions nos recherches jusqu'à ce grenier secret où le trésor a été découvert. Il gravit l'escabeau et après avoir pris appui de ses mains sur 2 poutres, il se hissa dans le grenier. Là, s'aplatissant sur le ventre, il me débarrassa de la lampe pour que je puisse le suivre. La pièce avait à peu près 3,50 m de long sur 2 mètres de large. Le plancher était formé par des poutres et il fallait sauter de l'une à l'autre, car il n'y avait entre elles que des lattes minces. Le toit remontant en angle était évidemment la partie intérieure du vrai toit de la maison. La pièce était absolument vide. La poussière des ans reposait en couches épaisses sur le sol. « Et nous y voilà !» dit Sherlock Holmes, en mettant sa main sur le mur en pente. « C'est une tabatière qui donne sur le toit. » Je puis la pousser. Le toit apparaît, descendant en pente douce. Voici donc le chemin par lequel le numéro 1 est entré.
Voyons si nous pouvons trouver d'autres marques qui l'identifieraient. Il approcha la lampe du plancher et pour la seconde fois cette nuit-là, je vis son visage prendre une expression de surprise choquée. Suivant son regard, je sentis ma peau se hérisser sous mes vêtements. Car le plancher était couvert d'empreintes de pieds nus. Elles étaient claires, parfaitement délimitées, mais leur taille ne dépassait pas la moitié de l'empreinte d'un pied normal. « Holmes, murmurai-je, un enfant aurait donc fait cette chose horrible ?» Il avait tout de suite retrouvé sa maîtrise de soi. « J'ai été surpris sur le moment, dit-il. Pourtant, il n'y a rien là que de très naturel. Ma mémoire a eu une défaillance car j'aurais pu le prévoir. Nous n'avons plus rien à découvrir ici. Redescendons. Quelle est donc votre théorie concernant ces empreintes ? Interrogeai-je lorsque nous fûmes revenus dans la pièce du bas. Mon cher Watson, analysez-vous donc un peu vous-même, dit-il, avec un soupçon d'impatience dans la voix. Vous connaissez mes méthodes, mettez-les en application. Il sera intéressant de comparer nos résultats. Je ne puis concevoir quoi que ce soit qui s'accorde avec les faits, répondis-je. Tout vous paraîtra bientôt très clair, jeta-t-il avec désinvolture. Je pense qu'il n'y a plus rien d'important ici, mais je vais m'en assurer. Il nettoya sa loupe, sortit son mètre et se mit à parcourir la pièce à quatre pattes. Il mesurait, comparait, examinait, son long nez fin frôlant le parquet. Ses yeux enfoncés dans les orbites brillaient d'un éclat nacré. Ses mouvements étaient rapides, silencieux et furtifs, ceux d'un limier cherchant une piste, et je ne pus m'empêcher de penser qu'il eût fait un bien dangereux criminel s'il avait tourné sa sagacité et son énergie contre la loi au lieu de les exercer pour sa défense. Il n'arrêtait pas de murmurer inintelligiblement en travaillant. Finalement, il explosa en un grand cri d'allégresse. « Nous avons le hasard avec nous !» s'écria-t-il. « Nous ne devrions plus avoir d'ennui maintenant. Notre numéro 1 a eu la malchance de marcher dans la créosote. On peut apercevoir le contour de son petit pied ici, à côté de ce puant gâchis. La bonbonne est cassée, comprenez-vous ? Et son contenu s'est répandu. »« Et alors ?» demandai-je. « Eh bien, nous le tenons, c'est tout. Je connais un chien qui suivrait une odeur aussi tenace au bout du monde. Nous le tenons. C'est aussi mathématique qu'une règle de 3. Mais qu'est-ce que j'entends ? Les représentants accrédités de la loi, assurément. » D'en bas montaient des voix bruyantes, des pas lourds résonnèrent. La porte d'entrée se referma avec fracas. « Avant qu'ils arrivent, posez votre main sur le bras de ce pauvre garçon, dit Holmes. Maintenant là, sur sa jambe. Que sentez-vous ? Les muscles sont aussi durs que du bois, répondis-je. Tout à fait. Ils sont dans un état d'extrême contraction qui dépasse de beaucoup l'ordinaire rigor mortis. Ajoutez à cela la distorsion du visage, ce sourire d'Hippocrate, ou risus sardonicus, comme l'appelaient les anciens. Quelle conclusion, docteur ? Mort provoquée par un alcaloïde végétal très puissant, répondis-je sans hésiter. Une substance comme la strychnine qui provoquerait le tétanos. C'est aussi l'idée qui m'est venue, aussitôt que j'ai vu l'hypertension des muscles faciaux. En entrant dans la chambre, j'ai cherché tout de suite le moyen par lequel le poison avait pénétré dans le corps. J'ai découvert une épine qui avait été ou poquée ou projetée dans le cuir chevelu, mais en tout cas sans grande force. Vous observerez que si l'homme était assis droit dans son fauteuil, la partie atteinte faisait face au trou dans le plafond. Maintenant, examinez cette épine. Je m'en emparai avec précaution et la regardai à la lumière de la lanterne. Elle était longue, noire, pointue. Son extrémité paraissait vernissée, comme si une substance gommeuse y avait séché. La pointe émoussée avait été taillée et arrondie au couteau. « Est-ce une épine qu'on trouve en Angleterre ?» demanda-t-il. « Non, certainement pas. » Eh bien,
Avec toutes ces données, vous devriez pouvoir faire quelques inférences correctes. Mais voici les officiels. Les forces auxiliaires peuvent donc sonner la retraite. » Comme il parlait, les pas se firent entendre bruyamment dans le couloir, et un homme trapu, sanguin, corpulent, vêtu d'un costume gris, pénétra lourdement dans la pièce. Il avait le visage gras, des paupières bouffies, les yeux très petits et clignotants filtraient un regard perçant. Immédiatement derrière lui apparurent un inspecteur en uniforme et Tadeusz Sholto, qui paraissait toujours aussi ému. « Bon Dieu, en voilà une affaire !» s'écria le gros homme d'une voix rauque et voilée. « Une belle histoire, oui. Mais qui sont ces gens, ma parole? Cette maison est aussi encombrée qu'un terrier. »« Je crois que vous pouvez me reconnaître, monsieur Athelney Jones, » dit Holmes tranquillement. « Ah mais oui, bien sûr, » fit-il d'une voix essoufflée. « Monsieur Sherlock Holmes, le théoricien, vous reconnaître, je n'oublierai jamais la petite conférence que vous nous avez faite à tous sur les causes, inférences et faits dans l'affaire du joyau de Bishopgate. C'est vrai que vous nous avez mis sur la bonne piste, mais vous admettrez bien maintenant que c'était plus par hasard que par l'effet d'une découverte véritable. Il suffisait d'un raisonnement très simple. Oh, allons, allons, il ne faut jamais avoir honte d'admettre la vérité. Mais ceci, sale affaire, hein? Des faits précis, n'est-ce pas? Pas de place pour les théories. Quelle chance j'ai eu de me trouver à Norwood pour une autre affaire. J'étais au commissariat quand la nouvelle est arrivée. D'après vous, de quoi l'homme est-il mort? Oh, c'est une affaire qui ne laisse aucune place pour les théories, dit Holmes sèchement. Non, non, mais enfin, on ne peut nier que vous touchez juste quelquefois. Mon Dieu! La porte était verrouillée, m'a-t-on dit? Un demi-million de joyaux disparus? Comment était la fenêtre? Fermée de l'intérieur, mais il y a des traces de pas sur le rebord. Bien, bien. Mais si elle était fermée, les pas n'ont rien à voir dans l'histoire, c'est une question de bon sens. L'homme est peut-être mort d'une attaque. Seulement les joyaux manquent. Ah! J'ai une idée. J'ai parfois de ces éclairs. Laissez-moi, inspecteur. Vous aussi, monsieur Sholto. Votre ami peut rester, Holmes. Dites-moi ce que vous pensez de ceci. Sholto a avoué de lui-même qu'il était hier soir avec son frère. Ce dernier meurt d'une attaque et Sholto part avec le trésor. Qu'en dites-vous? Après quoi le mort, craignant sans doute de s'enrhumer, s'est levé pour verrouiller la porte. Il y a une faille. Voyons. Usons un peu de bon sens. Ce Tadeusz Sholto était avec son frère et il y eut une querelle. Cela nous le savons. Le frère est mort et les joyaux sont disparus. Nous savons cela aussi. Nul n'a vu le frère depuis le départ de Tadeusz. Le lit n'est pas défait. La victime ne s'est donc pas couchée. D'autre part, Tadeusz est de toute évidence dans un état d'esprit agité. Il est, voyons, disons, peu sympathique. Vous voyez que je suis en train de tisser ma toile. Le filet se resserre autour de lui. Vous n'êtes pas encore tout à fait en possession des faits, dit Holmes. Cet éclat de bois que j'ai toutes les raisons de croire empoisonné était fiché dans le cuir chevelu. La marque s'y trouve encore. Cette carte et l'inscription que vous pouvez y voir étaient sur la table, à côté de ce curieux instrument formé d'un manche et d'une masse en pierre. Comment tout ceci s'applique-t-il à votre théorie? Chaque détail s'en trouve confirmé, au contraire, répliqua le gros détective pompeusement. La maison est pleine de curiosités des Indes. Tadeusz a pu apporter cet instrument qui, utilisé à des fins meurtrières, cet éclat de bois, si celui-ci s'avère empoisonné. La carte est un truc, une fausse piste probablement. La seule question est, comment est-il parti? Ah, évidemment, il y a un trou dans le plafond. Il bondit sur l'escabeau avec une vitesse surprenante pour un homme aussi corpulent et il se fraya un chemin à travers l'ouverture. Puis,
nous l'entendîmes annoncer triomphalement qu'il avait trouvé la tabatière. « Il peut découvrir quelque chose, » remarqua Holmes en haussant les épaules. « Il a parfois des lueurs d'intelligence. Il n'y a pas de sots si incommodes que ceux qui ont de l'esprit. »« Vous voyez, dit Jones en redescendant les marches de l'escabeau, les faits valent mieux que les théories après tout. Mon opinion sur l'affaire se confirme. Il y a une tabatière qui est même entr'ouverte. C'est moi qui l'ai ouverte. Tiens, vous l'aviez donc remarqué, dit-il en baissant sa voix d'un ton. Quoi qu'il en soit, cela nous montre comment notre monsieur est sorti de la pièce. Inspecteur ? Oui, monsieur, dit une voix dans le couloir. Demandez à monsieur Sholto de venir. Monsieur Sholto, mon devoir me commande de vous informer que tout ce que vous direz pourra se retourner contre vous. Au nom de la reine, je vous arrête, comme étant impliqué dans le meurtre de votre frère. Eh bien, voilà! Est-ce que je ne vous l'avais pas dit? S'écria à notre adresse le pauvre homme en levant les bras. Ne vous inquiétez pas, monsieur Sholto, dit Holmes. Je vous promets d'apporter la preuve de votre innocence. Ne faites pas trop de promesses, monsieur le théoricien, coupa le détective officiel d'un ton cassant. Ne promettez pas trop. Vous pourriez éprouver plus de difficultés que vous ne le pensez à tenir vos engagements. Non seulement je le laverai de tout soupçon, monsieur Jones, mais je vais dès à présent vous faire un cadeau. Le nom et la description de l'une des deux personnes qui pénétrèrent ici la nuit dernière. J'ai toute raison de croire qu'il s'appelle Jonathan Small. C'est un homme peu instruit, petit, agile et qui a perdu sa jambe droite. Il porte un pilon de bois dont le côté intérieur est usé. Sa botte gauche possède une semelle épaisse et carrée avec un fer au talon. C'est un ancien condamné d'âge moyen, à la peau très brunie. Ces quelques indications vous aideront peut-être. J'ajouterai encore que la paume de ses mains est ensanglantée. Quant à l'autre homme, ah, l'autre homme demanda Jones en ricanant. Il était néanmoins visible que les manières précises de Holmes l'avaient impressionné. C'est un être plutôt curieux, dit mon ami en tournant les talons. J'espère pouvoir vous les présenter tous deux d'ici très peu de temps. J'ai un mot à vous dire, Watson. Il me conduisit vers l'escalier pour me chuchoter. Cet événement imprévu nous a plutôt fait perdre de vue la raison première de notre voyage. J'étais en train d'y penser, répondis-je. Il n'est pas bon que mademoiselle Morstan reste dans cette maison de malheur. Non. Vous allez la raccompagner. Elle vit chez madame Cécile Forrester, dans le Lower Camberwell. Ce n'est donc pas très loin. Je vous attendrai ici, si vous voulez revenir. Mais peut-être serez-vous trop fatigué? Absolument pas. Je serais incapable de me reposer avant d'en savoir davantage sur cette affaire fantastique. Je connais déjà la vie sous un certain nombre de ses aspects et non des plus tendres, mais je vous jure que cette succession rapide de coups de théâtre m'a brisé les nerfs. Tout de même, j'aimerais bien aller avec vous jusqu'au bout, puisque je suis déjà si loin. Votre présence m'aidera beaucoup, répondit-il. Nous allons laisser ce Jones se satisfaire de toutes les vessies qu'il voudra prendre pour des lanternes et travailler seul. J'aimerais que vous alliez au numéro 3, Pinchin Lane à Lambeth, près du bord de l'eau, lorsque vous aurez reconduit mademoiselle Morstan. La troisième maison sur la droite est celle d'un empailleur d'oiseaux. Il s'appelle Sharman. Vous verrez à la fenêtre une belette tenant un lapin. Donnez mon meilleur souvenir à ce vieux Sharman et dites-lui que j'ai besoin de Toby, tout de suite. Vous le ramènerez avec vous dans la voiture. Un chien, j'imagine? Oui. Un curieux bâtard doué d'un odorat étonnant. Je préférerais l'aide de Toby à celle de tout Scotland Yard. Bon, je vous ramènerai Toby. Il est 1h du matin. Je devrais être de retour avant 3h si je peux changer de cheval. Et moi, dit Holmes, je vais voir ce qu'il y a à tirer de madame Berstone et du serviteur hindou. Ce dernier dort dans la mansarde à côté, m'a dit M. Thaddeus.
Puis, j'étudierai les méthodes de Jones, le grand détective, en écoutant ses sarcasmes peu subtils. Wir sind gewohnt das die Menschen verhöhnen, was sie nicht verstehen. On se moque toujours de ce que l'on ne comprend pas. Goethe est décidément toujours plein de sève. Bonjour et bienvenue dans ce deuxième vlog lecture sur le signe des 4 de Sherlock Holmes de Sir Arthur Conan Doyle, la deuxième aventure de Sherlock Holmes, donc le deuxième roman. Qu'est-ce que je pensais de tout ça? Nous avons lu 3 chapitres. Pour la petite histoire, je ne les ai pas lus d'affilée. J'ai dû lire les 2 premiers il y a 2 jours environ. Là, on est vendredi 6 septembre. Donc, je me souviens pas forcément de tout, mais on va reprendre un petit peu ensemble. Il y a déjà le récit de l'homme chauve, donc c'est le sahib qui est donc Thaddeus Sholto, un des fils du major ou capitaine Sholto, un ami du père de mademoiselle Morstan qui raconte un petit peu en fait ce qui s'est passé, à savoir que son père est mort et il le fait de manière pas très adroite, un petit peu abrupte, ce qui fait que même si elle se doutait quand même fort que son père était décédé, l'entendre d'une manière si dure quand même, ça m'a fait mal au cœur pour elle. Parce que il y avait peut-être quelque part l'espoir que son père était encore vivant. Je ne sais plus exactement ce que j'avais formulé comme hypothèse, parce que quand j'ai enregistré la première partie, c'était, je pense, début août, voire fin juillet, donc ça remonte. Bon, je l'ai monté entre-temps, donc c'est à peu près récent, mais il me semble que j'avais dit que peut-être que ce fameux capitaine Sholto avait détourné ou volé l'argent du père de mademoiselle Morstan. Je suis toujours convaincue que c'est le cas. Mais puis c'est ce que dit son fils, de toute manière. Mais je sais pas du coup. C'est assez bizarre que le jumeau, j'ai oublié le nom, Bartholoméu Sholto se soit fait tuer. Donc est-ce que c'est pas par exemple des domestiques du père de mademoiselle Morstan qui a priori est juste mort d'une crise cardiaque? Est-ce que c'est pas des domestiques qui veulent récupérer le pognon pour eux, le voler tout simplement? Est-ce que c'est pas des domestiques qui veulent récupérer le pognon et peut-être le filer à mademoiselle Morstan par fidélité envers le souvenir de ce monsieur qui les a aidés? Il me semble d'ailleurs qu'il s'est remarié en Inde. Je crois que ça avait été dit en première partie. J'ai le vague souvenir. C'est pour ça que je me demandais s'il n'y avait pas d'autres enfants. Est-ce que les empreintes de petits pieds... Ah non, les empreintes de petits pieds avec le rond, c'est le domestique. Je crois. Non, c'est les petits pieds sur le bord de la fenêtre. Avec le talon ferré. Mais les empreintes de petits pieds sur... où il y avait le coffre, là, elles m'intriguent parce que j'ai l'impression que Sherlock Holmes, il a plus ou moins compris l'histoire, mais moi, je ne l'ai pas comprise. Vous l'avez comprise, vous? Enfin, bref. Et, alors, mon cœur de midinette est en train de fondre parce que ce gentil monsieur Watson, ce gentil docteur Watson, célibataire endurci, qui a quand même un petit peu de vécu et tout ça, ce gentil Watson, il est peut-être en train de tomber amoureux de mademoiselle Morstan, qui a l'air d'être une jeune femme bien comme il faut, etc.
J'ai quand même l'impression que elle, je crois qu'elle a 27 ans, qu'elle était gouvernante chez Madame Forrester ou je sais plus quoi. Euh, j'ai l'impression que Holmes et Watson sont un peu plus âgés. Je leur donnerais plutôt dans les 30-35 ans par là. Où on commence à se dire, ça serait peut-être bien en fait que ces gens-là se marient, mais il n'y a pas encore la pression de la société disant c'est bon, vous avez dépassé les 40 ans, là, arrêtez de déconner. On n'est pas encore là, j'ai l'impression. Bref, je suis assez sceptique au final, donc je vais avoir un petit peu de mal à faire quelque chose de long, profitez-en. Mais par contre, j'aime beaucoup la manière dont Holmes se moque de la police. Et le portrait du policier là qui est obèse et qui est un peu con sur les bords parce qu'au final il va pas plus loin que le bout de son nez, il va direct aux évidences. C'est pas mon métier. Moi j'ai jamais fait un métier d'enquête, etc. Mais j'ai tendance à penser, peut-être par économie d'esprit entre guillemets, que la solution la plus évidente c'est généralement la meilleure. J'ai peut-être tort. J'en sais rien. Si vous avez une autre idée, n'hésitez pas à le dire. Ou si vous avez de l'expérience dans de l'enquête ou même dans la lecture de livres policiers. Mais moi, c'est l'impression que j'ai, en tout cas. Donc là, ils sont partis pour enquêter toute la nuit. J'ai l'impression qu'en termes de narration, ça va être vachement resserré. Parce qu'au final, là, on est dans la même nuit, si je me cours pas. Ah non, non, non. Elle était rentrée, la jeune femme. La jeune femme était rentrée et s'était retrouvée le soir, je crois. On est peut-être juste le lendemain. Je crois que c'était quelque chose comme ça. Par contre, la description de la mort de Bartholoméo Sholto, il fait flipper, hein. Le gars avec la tête penchée, le sourire. Oh, ça fait flipper. Après, Holmes, c'est assez logique qu'il, avec l'expérience qu'il a, qu'il puisse déterminer comme ça d'où ça vient. Donc, je suis un peu sceptique. Est-ce que vous êtes aussi sceptique? Je sais pas trop. J'ai tendance à avoir envie de me laisser porter. J'aime bien. Je trouve qu'on est toujours dans un style qui est très efficace. J'espère que quand il y aura le fin mot de l'histoire, on va avoir un truc comme il y a eu dans le premier bouquin. Donc le premier livre que j'ai lu sur la chaîne, je mettrai je le mettrai en barre d'informations. Dans le premier livre, en fait, quand il y a eu la révélation de l'histoire du meurtrier et de l'assassinat, etc., de tout ce qui s'était produit, tout ce qui avait amené, même bien avant, tous les événements qui ont amené le meurtrier à devenir un meurtrier, un assassin même, parce que c'était prémédité. On avait un style qui était beaucoup plus romanesque, si vous voulez. Beaucoup moins rapide, efficace, un peu moins en mode rapport... La narration habituelle, c'est celle de Watson. Watson, c'est un médecin. Je pense qu'il va droit au but, si vous voulez. Et quand on avait la narration du meurtrier, c'était beaucoup plus, je dirais même lyrique, que les grands espaces, c'était très beau, très, très descriptif, mais quelque chose d'un peu grandiose. Mais les paysages voulaient ça aussi, les circonstances également, et j'ai pas envie de vous spoiler, donc je vais pas en dire beaucoup plus. Mais j'aimerais bien qu'il y ait cette espèce de lyrisme dans la révélation que je trouvais très efficace, moi, le changement de narration comme ça, on verra. Ce qui nous fait que là, on n'est que à 36%, on n'est que à 36% du livre. On a lu 27 pages, on est à la page 48 sur 125 à peu près. Si je continue à lire 3 par 3, je vais de la 48 à la 81. Ça fait 30, pas beaucoup. 30, pas beaucoup. Et si je fais après de la 81 à la 125, ça fait 40 un peu plus. 44.
30 pas beaucoup et 44. Ça se fait, mais donc ça voudrait dire que ça va peut-être aller en s'augmentant en termes de longueur de vidéo. Mais je vais m'arrêter ici. Je crois qu'on va retomber sur les gamins de Baker Street. Chut. Je ne spoil pas le moins possible. N'hésitez pas à me dire si vous avez des théories, s'il y a des trucs que vous avez appréciés ou pas trop. Donc j'ai honteusement massacré du Goethe et de l'allemand, mais la phrase en allemand en fait était immédiatement traduite par la suite. Donc ça a été réparé tout de suite, ma mauvaise prononciation. J'ai jamais fait d'allemand de ma vie. J'ai juste un peu chanté en allemand, des chants religieux allemands dans une chorale. C'était beau. C'était Feuillergesicht de je sais plus qui. Voilà, je vous laisse là. Je vous souhaite un très bon dimanche. À mercredi pour une prochaine vidéo sur... je sais pas encore. Je vais pas faire tout de suite la vidéo sur les livres auto-édités parce que je n'en ai lu que un pour le moment. Et je préférerais en avoir peut-être 2 ou 3. Sauf que, je vous préviens juste, je suis en train de faire une bêta lecture sur... je vais avoir 2 voire 3 livres assez rapprochés à lire de manière bénévole, hein, je précise. Mais je précise parce que peut-être que je vais virer professionnel à un moment. Mais donc pour le moment, en fait, je vais être un petit peu occupée à ça, ce qui fait que je vais soit sortir une vidéo sur... qui est déjà tournée sur un peu des livres ou séries ou films qui se déroulent dans un cadre scolaire où l'école est importante, soit une liste de lecture où c'est à la fois une pile à lire mais aussi un retour rapide sur certains livres que j'ai lus dans le cadre du Pumpkin Autumn Challenge qui commence. Je pense que je vais d'abord faire la rentrée scolaire et après le Pumpkin Autumn Challenge que je vais tourner. Là, je suis envahie de livres. Mais ça ne sera pas qu'une pile à lire, ça sera également un retour assez rapide sur quelques livres et un peu un teasing de vidéos prochaines. Voilà. Parce que je préfère tourner au fur et à mesure quand j'ai lu un bouquin parce que sinon j'oublie. Je sais pas pourquoi j'ai ça qui vient. C'est parce que je m'agite. C'est la 3e fois que ça me fait le coup. Donc n'hésitez pas à me le dire. Est-ce qu'il y a Big Brother qui est en train de me watching? À tout bientôt, très bon dimanche et lisez tout plein et rêvez tout grand. Salut!